On va continuer en fait sur les sérotines. Bon, j'en parle quasiment à chaque rencontre. En termes de contexte, bon, bah, on est sur le plan climat, les plans de relance aussi. Le plan de relance, c'est économie d'énergie. Suite à Covid, il a fallu permettre une redynamisation économique et on va aussi nous en bénéficier. Le constat, en fait, c'est qu'on a quand même pas mal d'espèces et on l'a déjà un peu vu ce matin avec la colonie de murins des marais et de grands rhinos. On a quand même pas mal d'espèces qui sont dans le bâti privé. Notre rôle, nous, en tant que structure de protection des chiro, d'études, mais aussi les objectifs du PNA, c'est bien de protéger ces gîtes. Donc, il y a bien sûr la question des aménagements et du financement. Et il est nécessaire en fait de pouvoir dédier des fonds à la préservation de ces sites privés. Donc ce matin, Vincent évoquait le FEDER. Nous aussi, on a pu aménager quelques sites grâce au FEDER. Et on leur remercie. Enfin, FEDER est partenaire, hein, conseil régional et de Réal. Mais on a un peu le sentiment que sur des questionnements au moment de l'instruction des dossiers, ça devient de plus en plus compliqué et de devoir faire des mises en concurrence pour acheter un pack de vis, bah, c'est compliqué aussi en termes de réalisation. Donc, nous, notre rôle, en fait, c'est de mettre en place des solutions qui soient clés en main, faciles, qui solutionnent la cohabitation, parce qu'il y a parfois des problèmes, et de pouvoir aller chercher, en fait, tous ces acteurs sur ces sujets-là. Donc, oui, on continue à prendre notre bâton de pèlerin et il faut vraiment être présent sur site pour avoir une continuité sur du long terme. Donc, on va s'appuyer en fait sur deux cas de figure. Le premier, donc c'est une colonie dont j'ai parlé il y a 2 ans. On était à la veille de faire le chantier d'aménagement. On se situe dans l'Aisne. C'est une maternité de sérotine. Alors pour la petite histoire, je discutais avec quelqu'un d'un BE à l'occasion c'était une rencontre ERC Andréal. Et puis on discutait dans la salle, dans la pause, et il me dit, ah, tu sais, il y a un particulier qui a une colonie de sérotine chez lui qui lui pose problème. Ah ben écoute, super, allez, on y va, il faut qu'on trouve le sujet. Donc, la personne m'a passé les coordonnées, il l'avait rencontré dans le cadre d'une étude d'impact d'un projet éolien. Et voici l'environnement en fait de cette colonie, donc ces terrains de chasse. Et la photo de droite, vous êtes au niveau de la sortie de gîte. Donc, vous voyez où elles sont. Aujourd'hui, c'est à l'époque, hein, en 2019, c'était la plus grosse maternité de sérotine commune du département de l'Aisne. Voilà la maison. Donc l'étoile, en fait, c'est l'accès aujourd'hui du site et la photo centrale. Tous les petits points marrons, en fait, symbolisent les chauves-souris qui occupent la totalité de la toiture. La photo de droite, donc c'est une chambre qui est au 2e étage de la maison et qui est bien évidemment voisine des chauves-souris. Elles sont juste derrière le lambris. La famille en fait vit dans cette maison depuis, enfin les enfants qui ont quasiment mon âge ont grandi là. Donc, ça fait bien longtemps qu'ils sont là. Et les parents me disent, maintenant qu'ils sont à la retraite, oh, mais on les a toujours connus. Donc, on imagine en fait, dans aussi peu d'espace, l'accumulation de kilos de guano qui fait que chaque été, maintenant, il y a une odeur insupportable dans la chambre. Et on va se rendre compte en fait que ce gîte, il est extrêmement précieux pour cette espèce-là. Alors, on n'a pas aujourd'hui d'études là-dessus, mais j'aimerais travailler sur les pipistrelles communes, davantage, parce que là, je vais vous démontrer que la sérotine, on le sait tous, hein, qu'elle est très très fidèle à son gîte. Et j'ai plutôt moi le sentiment des observations qu'on fait que la pipistrelle commune, elle va arriver sur un site. Il y a une augmentation de la colonie, on a un pic et ça redescend, et puis d'un coup, pouf, elle disparaît, elle va ailleurs. On a des cas de figure comme ça avec des sites refuges. Donc, sites refuges, les gens sont contents de les avoir. Et ensuite, ça disparaît. Donc, quid de la préservation de ce site? Enfin, on travaille sur des réseaux de gîtes. Bon, je ferme la parenthèse.
Nos sérotines, en fait, les étoiles grises sont les accès qu'utilisait la colonie avant 2013. 2013, c'est quand on a pris contact, nous, avec le propriétaire. Donc, l'accès en bas à droite, donc ce que j'ai appelé le chevron rue. Donc, le chevron, en fait, hein, c'est la pièce de bois qui est contre les briques. Et en fait, il y a un petit disjointement, un petit interstice de 2-3 cm, et les chauves-souris passaient par là. Le propriétaire, bon, il y a une vingtaine d'années, il avait bien compris les choses. Ça ne l'amusait pas trop d'avoir des chauves-souris, donc il s'était arrangé avec son beau-frère. Ils avaient glissé, coincé un bout de bois entre le chevron. Problème résolu, d'où l'accès interdit. Bon, bah, les chauves-souris, elles ne se sont pas démontées. Elles sont remontées au fêtage. Et là, elles sortaient au niveau donc, des 2 poutres qui sortent à la pointe du toit au niveau du fêtage. Bon, sauf que là, en fait, il y a des moineaux domestiques qui sont installés. Donc, les chauves-souris ne se sont toujours pas démontées. Elles ont continué à descendre sur mon bas de couverture. Et là, elles ont trouvé donc l'autre chevron, mes côtés jardin, au-dessus de la parabole, l'étoile violette. Donc, voilà, nous, quand on a rencontré le site 2013-2015, tout le monde circulait par là. Et puis, on a remarqué en fait qu'il y avait des traces blanches. Il y a un piaf aussi qui s'est invité dans la danse. Les tourneaux sont sonnés. Et un bénévole donc qui habite à côté, qui fait le suivi quasiment chaque année, m'a dit ah, tu sais quoi, j'ai vu les tourneaux qui piquaient sur les sérotines, quoi. Donc voilà qu'on a un nid des tourneaux qui s'est installé là. Donc ben, les chauves-souris, elles se sont pas démontées, elles se sont juste déplacées. Et les voici enfin arrivées. Donc la photo en bas à gauche, l'étoile jaune, entre le dernier chevron et la solive, l'interstice qui fait que maintenant on avait cet accès 2017-2019, qui est ce que j'ai qualifié l'accès bas de toiture. Photo en haut à gauche, on a un autre accès en fait qui est carrément déporté de cet accès-là, qui est juste un petit interstice entre le mur et les caches-moineaux et les voliges en fait au niveau de la couverture. Donc, on comprend bien que le site de Mater, c'est celui-là et pas un autre, et que même si on leur ferme l'accès, elles trouvent toujours une solution pour repasser. Donc, 2019, en fait, on a proposé au propriétaire donc, de réaliser un chantier d'aménagement sur son site avec plusieurs objectifs. Le premier était de nettoyer tout ça pour désosser la chambre, enlever les kilos de guano et pour résoudre le problème d'odeur. Par la même occasion, on a éliminé toute l'isolation qui était HS, qui avait 20 ans et qui laine de verre qui a 20 ans, en gros, ça ne vaut plus rien. Et en plus, avec des kilos de guano et d'urine à l'intérieur, ça vaut, enfin voilà, il n'y avait plus rien du tout. Donc, voilà un petit peu, je ne vous ai pas mis les photos les plus trash, mais on voit bien que sur la photo de droite, on a enlevé le lambris, on décolle juste la laine de verre. Et oui, là, peut-être être choquante, mais ceux qui me connaissent, oui, là, l'espèce protégée, elle a un impact en fait sur la pérennité de l'isolation de la maison. Donc là, le propriétaire peut se sentir lésé. Un autre objectif en fait de ce chantier, c'était de créer un accès humain à ce caisson, au comble perdu, parce qu'en fait, il n'y avait aucun accès. Ce qui fait que quand nous étions dans la chambre en train d'enlever le lambris et ensuite enlever la laine de verre, bon, on a été un peu comme le Père Noël dans les images qui sortent par la cheminée, on était un peu recouvert de guano, parce que là-dedans, il y avait une quantité de guano pas possible. Donc, il fallait continuer à pouvoir y accéder. Donc, dans le grenier, on a créé une trappe d'accès humain et on a cloisonné le comble perdu que vous avez à droite, donc très réduit, hein, mais bon, c'est ce qu'elles aiment bien. On leur a cloisonné cet espace et on l'a rendu le plus étanche possible. Alors étanche au sens où les chauves-souris peuvent se faufiler dans n'importe quel petit espace. Et la suite du travail était donc de contrôler les accès des chauves-souris. Hein, parce qu'on a envie qu'elles restent dans leur caisson tout en haut, mais il faut aussi pouvoir leur créer un couloir d'accès. Donc, on avait un projet qui, au final, sur site,
a évolué sur la situation finale que vous avez à droite. Donc, les accès chevron-rue, chevron-jardin, fêtage, elle ne l'utilisait plus. Donc, cela, en fait, on a intervenu sur l'accès chevron-rue, chevron-jardin. De l'intérieur, on a fermé, on a tout nettoyé, tout fermé. Et puis, on a conservé l'accès qu'elles utilisaient, donc l'accès bas de toiture. Ça, c'est l'étoile bleue de droite que vous avez sur la photo, parce qu'on se dit, l'accès des chauves-souris, c'est important, c'est essentiel de le conserver, et on ne savait pas du tout comment l'espèce allait réagir en changeant l'accès. Donc, on garde l'accès existant. Et à côté, on leur a fait un deuxième accès qui est en ligne directe du caisson. On leur a fait un couloir, une autoroute, pour dire, tu rentres pas là, tu vas tout droit et tu arrives dans ton caisson et tu es tranquille. Donc, ça, c'était un peu pour nous complètement nouveau, expérimental. Et puis, on y est allé avec notre bon sens, notre réflexion. Et voilà ce que ça a donné. Donc, voilà, là, vous avez le visuel en fait du caisson sur la gauche avec du coup l'accès qui est laissé contre le mur. Hein, c'est là où il n'y a pas de pièce de bois. Et puis, on a le visuel des deux accès, hein, les deux feux verts tricolores. Celui de droite, c'était leur accès initial. Et à 30 cm, on leur a créé un autre accès visuel avec la brique qui est enlevée au niveau du chevron. Vous me suivez? Donc, qu'est-ce que ça a donné en termes de suivi d'effectifs depuis toutes ces années? Donc, c'est une colonie que nous, on suit depuis 2013. Donc 2013, il faut souligner que c'était un inventaire fin août, donc il y avait déjà de la dispersion des jeunes. Ce qu'on en retient, c'est qu'à chaque fois que leur accès a été fermé, elles ne se sont pas démontées, elles en ont trouvé un autre. On remarque aussi que depuis 2017, on a un effectif quand même d'une quarantaine d'individus bien fixes. Et si on regarde directement l'après-chantier, donc hiver 2019-2020, l'année suivante, les chauves-souris ont très très bien utilisé le nouvel accès installé. Ah oui, je l'avais mis, j'avais fait des conclusions après, je les ai oubliées. Donc voilà, on est sur un site où l'effectif des femelles est bien resté constant, donc même après chantier. Que dès la première année, le couloir a très bien fonctionné. La première année, 17 chauves-souris qui sont passées par là et maintenant, il y a une trentaine d'individus qui sont passés cette année. Ce que l'on déplore, en fait, c'est qu'on a une fuite quelque part parce que entre deux, il y a le bout de bois en fait qui bloquait l'accès chevron-rue qui est tombé avec le temps. Et donc là, nous, il est nécessaire en fait qu'on aille le refermer, puisque le fait qu'elles puissent rentrer par là, en fait, c'est, je vois à peu près par où elles peuvent circuler, mais c'est une porte d'entrée pour recirculer dans toute la toiture. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, ce que l'on constate en fait sur ce cas, c'est que les propriétaires avaient fermé le gîte, les chauves-souris en avaient trouvé un autre. Ça, il n'y avait pas de souci. Que l'aménagement en fait qu'on leur a fait dès la première saison de repro a très bien fonctionné. J'avais un petit stress en fait à monter dans le comble et en fait quand on y était, on les entendait très distinctement. Elles étaient bien planquées, mais elles étaient bien là. On avait bien les petits tas de guano qu'il fallait aux bons endroits, comme c'était avant. Qu'on avait vu à la démolition, au désossement, qui était bien présent. Et que, oui, soyons honnêtes, on leur a réduit un espace de déplacement, puisque jusqu'alors, elles utilisaient tout le pan de toiture. Là, on a dit, non, vous restez surtout sur la partie haute. Mais on a toujours notre colo qui est bien là et qui fonctionne bien. Évidemment, on n'a pas fait le chantier sans un cadre. Hein. Le propriétaire s'est engagé à signer la convention refuge pour nous permettre à nous de financer. Et là, on a financé que les parties chauve-souris. Hein. Lui, il est très content parce que il a plus de problème de bruit ni d'odeur. Donc ça, c'est super. Et
Oui, ça c'était un petit squeeze. Donc, du coup, on a quelque chose en fait qui fonctionne très bien sur cette colonie. On a toujours ce sujet à traiter de la petite fuite, mais dans l'ensemble, les grands objectifs sont atteints dès la première année. Un autre cas de figure en fait sur des questions aussi d'entrée-sortie. Alors là, on n'avait pas du tout d'historique en fait sur ce site. C'est un bénévole qui donc est toujours dans l'Aisne, hein, un bénévole qui avait fait une matinale dans un village et il avait trouvé une rentrée au gîte de Sérotine commune. Donc on avait une vidéo de la rentrée au gîte des bêtes, c'est ce qui est sur la gauche, et à droite le bâtiment concerné. Bon, très bien. 2018, 2019, on n'avait qu'une envie, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait dans le comble et combien on avait de bêtes. Donc, on fait le petit courrier qui va bien. Bonjour, donc c'est un établissement de santé. On explique le contexte, la réglementation, blabli, blabla. Si un jour vous faites des travaux, ben, il va y avoir un impact, merci de nous contacter. On est aussi présent, bien sûr, pour vous aider et sensibiliser, informer vos usagers là-dessus. Pas de réponse, pas grave. Un courrier du mois d'avril, bon, c'est tant pis pour la saison de repro, jusqu'au mois d'octobre de 2019, où là, en fait, d'un coup, on a un coup de fil du responsable du site et qui fait, bah voilà, je vous appelle parce qu'en fait, on a un chantier de couverture qui est lancé et puis le couvreur nous a dit qu'il y avait des chauves-souris, il sait que c'est protégé, donc il a besoin en fait d'être encadré, il veut pas faire n'importe quoi, il veut qu'on ait des garanties. Donc, on fait le lien. Ah, c'est vous? Ah, ben justement, vous avez envoyé un petit courrier. Ah oui, mais je suis désolée, j'étais un peu débordée, vous savez, avec le chantier. Bon, bref. Ok, on comprend, mais on va surtout voir sur place. Donc, réunion de chantier un peu d'urgence. Pour nous, ce qui est important, en fait, pour pouvoir proposer des solutions, c'est quel est l'accès des bêtes et où est-ce qu'elles sont. Donc, en octobre, réunion d'urgence. Heureusement, la vidéo du bénévole nous permet, avec ce qu'on voit sur site, d'être catégorique pour dire c'est ça l'accès, c'est ça qu'il faut garder, monsieur, madame. Et on va à l'intérieur du site. Et quand on voit un comble comme ça, avec un tas de guano au milieu, bon, c'est assez simple en fait. Et là, la nature des travaux permettait de dire bon, bah, c'est cool, c'est que de la couverture. C'est assez simple à gérer. Donc, dans la foulée, constatation, rédaction d'une propre d'aménagement, où on se dit, voilà, l'accès des chiros, il est à conserver, et on crée, enfin, il est à conserver, ce serait l'idéal, mais on se doute que comme cet accès des bêtes, en fait, est lié à un problème d'érosion et le bois est fatigué, on se disait, à mon avis, le couvreur, il va tout refaire ça bien propre et bien fermé. Donc, bon, bah, dans la pièce de bois qui est juste à côté, on met une chiroptière et on va s'en sortir. Ça va le faire. En connaissant l'espèce, ça va le faire. Et au final, donc, on a la réalisation qui est sur la photo de droite, où donc on a une belle chiroptière qui a été faite. Donc, on avait fait plusieurs modèles et celle-ci a été conservée. Monsieur le couvreur, il s'est dit, bah non, en fait, je vais garder l'ancien accès des chauves-souris. Donc, ça, c'est la flèche de gauche. Et puis, pour des questions d'étanchéité, de pluie, il a même rajouté une petite casquette contre l'appui au-dessus de la chiroptière. Donc, à partir du moment où on a des gens qui sont mobilisés, sensibilisés, on arrive à faire des choses très bien. Donc, tout ça sans connaître un effectif de la maternité. Et donc, les travaux hiver, premier trimestre 2020, on avait imposé que les choses soient faites pour le 1er avril 2020. Ça, c'était obligatoire. Donc, là, c'était Aurélien qui a fait le comptage en mai. Et plaisir de voir 53 femelles en sortie de gîte. Et toutes utilisent la chiroptière. Il n'y en a plus une qui va se faufiler dans le petit interstice entre les pièces de bois qui ont joué. Donc, on connaît les espèces. On sait aussi comment réagir. Donc, pour nous, en fait, la conclusion un peu de ces deux cas de figure, c'est de se dire que faire un suivi, c'est pas juste compter des chauves-souris. Un effectif, c'est important, mais on n'a pas besoin que de ça. Parce que demain, il y a une intervention travaux sur le bâtiment où
il peut y avoir un éclairage dans la rue qui change. On doit connaître comment elles utilisent les lieux, quelle est l'histoire qu'elles ont avec ce site, quelles sont leurs habitudes. Et que toutes ces informations, en fait, quand c'est la même personne qui fait son comptage sur son site, il y a plein de choses qu'on capte. Ah tiens, j'ai vu un étourneau, nanana. Mais alors, quand on a une succession d'observateurs, il y a une perte en ligne de fou. Déjà, des fois, avoir un effectif, c'est compliqué. Donc, les bases de données sont un trésor puisqu'il y a des informations qui sont incrémentées, mais on va toujours aller faire des schémas dans nos carnets, rajouter des remarques, des interventions. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a mis en place en fait une fiche maternité au niveau de Picardie Nature, où à l'intérieur, on demande aux personnes de nous faire des schémas par où elles sortent, de quel côté, si vous avez des vidéos, des photos, tout ce qu'il y a à savoir en fait sur un site. Et on va même jusqu'à inscrire l'heure en fait à laquelle les chiros elles sortent. On met aussi l'heure de coucher du soleil parce que demain il y a un éclairage qui change. Ben, on l'a vu hier, hein, si elles décalent d'une demi-heure leur sortie de gîte, elles perdent en nourrissage sur site. Et ben nous, ça faut bien qu'on le retranscrive quelque part. Donc c'est la première version de ces fiches mater. Il y en aura encore une autre qui va arriver l'année prochaine. Mais enfin voilà, moi c'est un peu la conclusion de dire on fait des suivis de sites, mais il y a vraiment énormément d'informations à prendre autour de ces sites pour en assurer, nous, je veux dire, une bonne gestion, un bon accompagnement sur du long terme. Benjamin, du coup, je ne sais pas si tu veux prendre la parole ou je l'ai dit. Alors, comme souvent avec les aménagements Kiro, mais tu peux la dire en direct, hein, Benjamin? Oui, très bien. Je suis un peu timide, vous me connaissez, alors. Oh oui. Donc, c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement. On le fait tous. Et je trouve d'ailleurs, je note au passage que c'est chouette que tu es une des rares régions à travailler autant sur les espèces communes, ce que nous, on n'arrive pas à faire, pour être tout à fait honnête. Ah, c'est parce que nous, on a un autre acteur aussi qui bosse sur les espèces les plus sensibles. Hein. Il y a le CEN. C'est vrai, oui, ça peut expliquer. Et du coup, moi, je me demandais comment pérenniser tout ce travail-là à terme. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on n'avait pas vraiment de solution. Il y a les conventions, effectivement. Depuis peu, il y a quand même ces ORE, les obligations réelles environnementales, c'est un outil qui vise à transmettre des engagements. Voilà. Est-ce que vous avez, alors c'est un petit coup, tout ça est en train de se caler, mais est-ce que voilà, vous avez songé à ces éléments-là? Encore une fois, moi, quand je vois l'énergie, ne serait-ce que l'énergie associative, sans parler du fric qui est mis là-dedans, mais l'énergie associative, je me dis que voilà, des fois ça tombe à l'eau du jour au lendemain parce qu'on n'a pas réussi à avoir autre chose qu'une convention. Voilà, je ne sais pas si vous avez des réflexions là-dessus. Bah là, sur les ERE, en fait, on est en train de travailler, enfin, c'est surtout le conservatoire là qui travaille. Nous, on est partenaire associé sur une ERE, sur une cavité. Bon, c'est dans le cadre d'une mesure compensatoire, un tout autre sujet. Merci de ta question parce que ça me permet de regarder plus globalement et demain. En fait, sur ces cas de figure, sur le premier cas de figure avec la famille, bah en fait, comme les enfants, enfin les enfants qui sont en couple et installés, hein, donc ils sont déjà grands, mais ils viennent encore faire le suivi avec nous parce qu'ils habitent à côté. Ben, je me dis, la transmission est liée, mais on est sur une transmission de personne en personne. Et oui, aujourd'hui, il faut sécuriser avec des écrits et il est nécessaire qu'on s'améliore là-dessus. Là, on était déjà, avec l'énergie qu'on passe, à réussir à aménager ces sites et à désamorcer les problèmes. Et là, on y arrive, mais c'est vrai qu'il faut qu'on voit plus loin. Et la convention refuge, c'est une force. Mais administrativement parlant, réglementairement parlant, c'est pas l'outil le plus sécurisé. Vas-y Vincent. Oui, écoute, c'est formidable ce que tu fais, j'étais déjà pas mal au courant. Moi, je vais dans le sens de ce qu'a dit Benji, et puis je vais même aller plus loin. J'explique un tout petit peu mon raisonnement. Alors, je vais élargir au problème qu'on rencontre de plus en plus avec les mesures compensatoires, et alors soit par rapport à l'éolien, par exemple, mais surtout par rapport à l'éolien, où on souhaiterait que les mesures compensatoires soient directement
quand il y a mesures compensatoires, directement mises pour les espèces qui sont les plus impactées pour les problèmes éoliens. Le problème qu'on a eu pendant quelques années, c'est qu'en mesures compensatoires, on aménageait des sites d'hibernation, par exemple, alors que ce n'était pas forcément les espèces type myotis, petit myotis, qui étaient concernées par ce problème de mortalité éolienne. Alors effectivement, on sait que c'est les noctules, mais aussi les pipistrelles et les sérotines. On essaie de développer, avec certains promoteurs, quand même la mise en place de mesures compensatoires. Moi, j'aimerais en avoir beaucoup plus parce qu'il y a quand même une mortalité importante et je trouve qu'il y en a très peu, mais ça, c'est un autre débat, c'est un débat qu'on aura peut-être sur l'éolien. Toujours est-il que j'aimerais trouver, et c'est ce que j'expliquais la dernière fois qu'on est de réunion à l'Adréal, mais je vais le faire là aujourd'hui, on sème quelque part quelques idées. Moi, je souhaiterais que dans les mesures compensatoires qui peuvent être proposées, il y ait une forme de financement pour justement faire exactement les mêmes travaux que tu as fait, parce que c'est vraiment des travaux concrets de protection de colonies. C'est-à-dire que parfois, on pose des sites ou des gîtes artificiels à droite à gauche sans que ça marche vraiment, tandis que là, il y a un vrai travail de protection directe de colonies. Sauf que le problème, c'est que tu ne peux pas forcément anticiper à chaque fois et dire j'ai 15 colonies à protéger. Les exemples que tu as présentés, souvent, vous réagissez quasiment, c'est du SOS rapide. Tu es contacté, et puis dans l'année qui suit, tu réagis. Donc, ce serait bien qu'on essaye de développer une forme de fonds, je ne sais pas quoi, mais qu'on arrive à faire comprendre ça au point de vue des services de l'État, des services instructeurs, qu'on ait des financements qui nous permettent d'intervenir dès qu'on trouve une colonie, soit de pipistrelles, soit de sérotines, pour pouvoir les protéger et mettre en place justement les types d'aménagements que tu as fait. Et où je rejoins aussi Benji là-dessus, c'est que derrière, sur ces trucs-là, on y mette en place une ORE qui permet de montrer que le site est vraiment une forme de pérennisation, en plus effectivement de la logique refuge chauve-souris, mais une ORE qui est quand même un élément qui peut aller beaucoup plus loin. Alors, j'ai une bonne nouvelle, Vincent, c'est que, en fait, alors, côté NORPAC, je ne sais pas, mais côté PICA, nous, on n'a pas de mesure de compensation éolien parce qu'apparemment, il n'y a pas de mortalité avérée, donc il n'y a pas de compensation de destruction. Enfin, je ferme la parenthèse, mais nous, on a déjà en place des mesures d'accompagnement écologique sur certains projets éoliens où les espèces cibles, c'est les espèces impactées, donc sérotines, pipistrelles noctules, où l'objectif de la mesure, c'est d'identifier les matières qu'il y a à proximité du parc, hiérarchiser les enjeux et aménager des sites. Donc aujourd'hui, on a quelques sites, quelques secteurs avec des colonies qui ont été identifiées, mais où on a un travail de concertation avec les propriétaires pour arriver à aménager. Mais on reste sur une entité, en fait, il faut toujours garder une cohérence géographique. Et ça, les services de l'État, ils sont très attentifs aussi, en fait. On ne peut pas dire, tiens, on a une mesure sur un parc à Saint-Quentin pour aller protéger un site dans le Vexin. Ça, aujourd'hui, ça passe pas. Mais en tout cas, ce chemin de travailler sur les espèces anthropophiles et de financer des aménagements de sites, on marche déjà dedans. La question d'avoir plus de fonds, nous, là, via le plan de relance, on a eu un accord de financement et là, on va pouvoir aménager une vingtaine de sites dans l'année. Mais après, est-ce qu'on aura un plan de relance 2023? Ce serait super, mais plus que d'année en année. Et après, je te rejoins, oui, sur les ORE. Là, il faut qu'on aille, qu'on démocratise ça un petit peu plus. Ok, parfait. Écoute, il y a encore du boulot là-dessus, mais je crois que je veux vraiment qu'on essaye chacun dans nos régions un peu de pousser un peu sur ce genre de trucs et puis de relayer ça au niveau du plan d'action national, notamment sur cette problématique éolienne qui devient de plus en plus préoccupante. Bien, il faut qu'il n'y ait plus de parcs et puis on n'a plus de mesures d'accompagnement. Grand sujet.